Alors bonjour, donc on va faire cette présentation en duo. Je te laisse te présenter. Oui. Moi je m'appelle Olivia Nederland, je suis professeure de droit pénal à l'Université Saint-Louis Bruxelles. Moi, c'est Lola Gauthier, donc je suis doctorante au CRIDEP à l'UCL et financée par le FNRS. Je pense qu'Olivia va revenir là-dessus. Oui, on mène toutes les deux ensemble, enfin on est sur le même projet de recherche financé par le FNRS qui s'appelle les normativités carcérales à l'épreuve du genre et qui est sous la supervision des professeurs Diane Bernard et Marie-Sophie Devres. Alors, nous, on a conçu ces présentations des recherches en cours en fait en équipe de 3 avec Aurore qui va arriver. Donc, Aurore va vraiment vous parler de la situation des personnes trans incarcérées et nous, on va vous parler plus des réalités dans les quartiers femmes, puisque, voilà, on vous l'a dit, les établissements pénitentiaires sont organisés de manière binaire selon une incarcération séparée des hommes et des femmes, avec des personnes trans qui majoritairement se retrouvent dans les quartiers femmes, d'où l'intérêt de vous parler, pour commencer, de la réalité que vivent les femmes incarcérées en Belgique. Donc, on va d'abord rappeler que les femmes incarcérées, c'est une minorité avec un profil et des besoins spécifiques, puis on va vous montrer où elles sont incarcérées et les enjeux de ces lieux d'incarcération. Puis on va revenir sur le fait qu'on dit souvent, en fait, les femmes, si elles sont discriminées, c'est simplement parce qu'elles sont une minorité. Et on va montrer que, au-delà de la question du nombre, il y a en fait aussi des stéréotypes de genre qui influencent leur régime carcéraux. Et puis on va conclure sur l'importance de la visibilisation, comme ça a déjà été dit en introduction par Vinciane et Max. Donc oui. Comme je disais, c'est une recherche financée par le FNRS qui est toujours en cours. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est des résultats provisoires qui se basent sur une analyse documentaire, mais comme il y a encore très peu d'écrits, c'est surtout sur la base de recherches empiriques qui se mènent par des observations dans 2 établissements pénitentiaires et des entretiens individuels et en groupe qui ont été menés quasiment dans l'ensemble des établissements où il y a des femmes incarcérées en Wallonie à Bruxelles et dans un établissement en Flandre. Parce que malheureusement, on n'a pas eu accès aux autres établissements en Flandre, vu la surpopulation carcérale. Les directions n'ont pour l'instant pas le temps de collaborer avec les chercheurs. Voilà. Donc, pour rappel, le droit pénitentiaire est composé de 4 grandes lois pénitentiaires. On vous a déjà pas mal parlé de la loi de principe de 2005. Donc, c'était un rappel préalable de dire qu'en Belgique, en tout cas dans les textes, il est bien dit que la peine privative de liberté, la peine en prison, ne peut que constituer en une privation de liberté et qu'à partir du jour 1, il faut préparer la réinsertion, soit le retour à la société et comment, en mettant en place des activités, des travaux, etc., qui peuvent vous permettre de retrouver une place à la sortie en travaillant aussi sur la réparation, la réhabilitation et la réhabilitation. Donc ça, c'est le principe qui est derrière l'état d'esprit des lois pénitentiaires et qui indique également qu'il faut tout faire pour limiter les effets dommageables de la détention. Comment? En préparant la réinsertion, mais aussi grâce au principe de normalisation. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous en avez déjà aussi parlé dans votre introduction. Comment normaliser la prison? Comment faire en sorte, et c'est ce que ça veut dire, qu'à l'intérieur, ce soit le plus conforme à ce qui existe à l'extérieur, notamment en décloisonnant, en faisant rentrer les services externes en prison. Mais on sait aussi qu'au vu de la surpopulation carcérale, de nombreux services externes ne peuvent pas rentrer en prison. C'est très compliqué pour eux, donc on est encore loin de ce travail de décloisonnement de la population, des établissements carcéraux. Donc les femmes constituent une minorité en détention. Les chiffres officiels sont en ligne pour les années 2007 à 2017. Nous, on a encore des chiffres qui montrent qu'en fait ce pourcentage entre 2007 et 2022 n'a pas changé, donc on reste à 4%, même si ces chiffres-là ne sont pas publiés. Et en ce qui concerne le profil des femmes incarcérées, ici on n'a pas d'études récentes en Belgique. Il y a eu une étude sur quelques établissements en Flandre, mais qui commence à dater. Mais il y a une recherche en cours par une chercheuse à Liège qui analyse tous les dossiers des femmes incarcérées dans les établissements francophones, qui devrait mener à une publication dans les années à venir. On diffusera bien sûr via le réseau, mais donc voilà, on travaille ici avec des informations qui ne concernent pas la Belgique spécifiquement, mais une recherche donc va bientôt arriver, menée par Valentine Dauphiny à Liège. Donc.
Mais ce qu'on nous dit, c'est que, c'est la littérature, mais c'est ce qui est aussi confirmé par, bien sûr, les acteurs de terrain. Jeudi, voilà, les travailleuses d'Iker ont encore mis ça très bien en évidence, que les femmes ont souvent victimes passées ou actuelles d'abus et de violences sexuelles ou conjugales, que de nombreuses femmes incarcérées souffrent de troubles mentaux divers, aussi de problèmes d'addiction. Ça, c'est pour les profils. Et alors, ce qui est aussi intéressant à d'emblée mettre en évidence, c'est que les femmes, qu'elles aient ou non en fait, des troubles mentaux qui soient avérés ou pas par des rapports psychiatriques, elles sont considérées par le personnel comme ayant plus des profils psy. Donc elles sont assez rapidement pathologisées, notamment lorsqu'elles sont plus revendicatrices ou qu'elles ont des comportements plus agressifs, mais ça on va y revenir par la suite. Mais c'était important déjà de le souligner. Et en termes de besoins spécifiques, alors ces besoins ils sont mis en évidence déjà dans la littérature, mais aussi des normes supranationales. Il faut répondre aux besoins spécifiques, notamment en termes de santé, des besoins d'hygiène féminine, de santé mentale, de santé sexuelle et reproductive. À nouveau, on ne va pas trop s'étendre sur la question, tu en reparleras un peu, mais je vous renvoie à la contribution très intéressante d'Iker ce jeudi. D'ailleurs, je vois que beaucoup de gens qui sont aujourd'hui présents étaient là jeudi soir, donc désolée pour les éventuelles redites. En ce qui concerne les lieux d'incarcération, où trouve-t-on des femmes dans les prisons belges? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le parc carcéral, on a 33 établissements pénitentiaires en Belgique, et ce parc carcéral, il est organisé autour de 3 grandes séparations. La première séparation, qui est donc une séparation qui est prévue par la loi de principe, c'est qu'il faut incarcérer de manière séparée les personnes en détention préventive, donc qui attendent leur jugement et sont présumées innocentes, et les personnes qui sont condamnées. C'est important aussi, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas exactement les mêmes droits. Ils n'ont pas le même droit au nombre de visites. Et surtout, en fait, pour les personnes détenues elles-mêmes, elles ne sont pas dans la même façon de vivre leur détention. Quand on attend son procès, on vit énormément de stress. Est-ce que je vais juger coupable? Est-ce que je vais être innocentée? Si je suis coupable, quelle peine je vais prendre? Je découvre le régime carcéral, c'est extrêmement stressant. Le taux de suicide est beaucoup plus élevé chez les personnes en détention préventive que chez les personnes condamnées, parce que cette situation est beaucoup plus stressante, c'est le début de l'incarcération, c'est plein de questions et d'incertitudes, tandis qu'une fois qu'on est condamné, on sait ma date de sortie, voilà, c'est celle-là, je dois certes essayer d'obtenir une libération conditionnelle, survivre à ma détention, mais au moins, voilà, je sais maintenant quelle est ma peine et je vais la purger. Donc voilà, une grande différence déjà entre ces deux populations. Les prévenus doivent normalement être dans des maisons dites d'arrêt et les condamnés dans des maisons de peine. Une autre séparation prévue par la loi, c'est que les personnes qui sont soit internées, donc qui ont été considérées irresponsables en raison d'un trouble mental au moment où elles ont commis l'infraction, qui ne sont donc pas condamnées à une peine, mais qui sont condamnées à une mesure d'internement, hein, ces personnes-là doivent être dans des établissements adaptés, comme des établissements de défense sociale, des centres de psychiatrie légaux, des hôpitaux psychiatriques qui sont d'accord de les prendre en charge. Vu le manque de place dans ces établissements, on retrouve des internés en prison, ce qui n'est pas légal, mais en attendant une place, ils attendent là. Par ailleurs, on a aussi des personnes qui sont détenues préventivement ou condamnées, mais qui souffrent aussi de troubles mentaux, mais qui n'ont pas été considérées comme internées parce qu'il y a des conditions très strictes pour interner en fait une personne. Ces personnes-là, on ne peut pas donc les envoyer dans les lieux réservés aux internés, mais par contre, elles sont quand même là en prison. Donc, des annexes psychiatriques ont été mises en place dans les prisons, où en fait c'est comme la prison, sauf qu'il y a une équipe soins renforcée. Donc avec psychiatre, ergothérapeute, enfin quand l'équipe soins est complète, parce qu'il y a évidemment le problème de recrutement au sein de l'administration pénitentiaire. Alors, donc on retrouve ces personnes qui ont des troubles psychiatriques dans les annexes psychiatriques, aussi dans des sections de défense sociale. Donc voilà, vous voyez un peu comment s'organise ce parc carcéral. Est-ce qu'il y a une prévalence entre ces trois grands principes? Eh bien oui, la troisième séparation entre hommes et femmes, va prévaloir sur les autres principes. Donc, en fait, si vous avez une annexe psychiatrique en prison, vous auriez peut-être 18 hommes et 2 femmes, si on voulait respecter le principe de la séparation selon les troubles mentaux, mais en fait, vous ne l'aurez pas. On va laisser les femmes toutes ensemble parce qu'on ne veut absolument pas ne pas respecter ce principe de séparation homme-femme. Et donc, vu leur statut minoritaire aux femmes, la conséquence, c'est qu'elles sont mélangées entre détenues préventives, condamnées, et elles sont mélangées entre femmes ne souffrant pas de troubles mentaux et femmes souffrant de troubles mentaux. Par ailleurs, vu leur petit nombre, les femmes sont incarcérées dans un nombre limité d'établissements. Ceux qui sont en mauve
sur la carte, en jaune, il n'y a que des hommes, en mauve, vous trouvez des femmes. Donc vous voyez qu'il y a, voilà, il y a peu d'établissements. Ce qui veut aussi dire qu'on est incarcéré potentiellement dans un lieu qui est plus loin de son milieu de réinsertion, de là où vivent ses proches. Et du coup, si les proches, c'est plus compliqué pour eux de venir à la prison, ça renforce le risque d'isolement. Or, on sait que plus on est isolé, plus il y a des chances qu'on aille à fond de peine. Et donc, je mettrai le PowerPoint à disposition d'ICARE, hein, comme ça il sera diffusé, donc vous aurez toutes ces données. Donc ici, on voit que dans les établissements où sont incarcérées des femmes, on voit qu'il s'agit à chaque fois d'établissements où on trouve et des hommes et des femmes. Hein, ce n'était pas le cas jusqu'il y a quelques semaines où les femmes étaient à Berkendal, qui est un établissement réservé qu'aux femmes, mais maintenant qu'elles sont à Rennes, dans un énorme établissement où il y a des hommes et des femmes, il n'y a pas d'établissement spécifique réservé aux femmes en Belgique. Elles sont à chaque fois dans une prison plus grande où il y a et des hommes et des femmes. Et vous voyez que souvent les femmes représentent vraiment un tout petit groupe, sauf dans quelques établissements. Donc à Rennes, elles seront environ 80, et à Bruges, elles sont une centaine. Et alors on voit aussi à Lantin qu'elles sont 60, mais sinon vous voyez que c'est toujours des petits groupes de 20 à 30 personnes. Et ce qu'il faut souligner, c'est que, et c'était ça que je voulais vous mettre en évidence, c'est qu'elles sont quasiment toutes que dans des maisons d'arrêt, et pas dans des maisons de peine. Les maisons d'arrêt, et c'est important à souligner pourquoi, mais parce que les réalités d'une prison à l'autre diffèrent énormément. Hein. Être incarcéré dans un établissement, ce n'est pas comme être incarcéré dans un autre établissement. Les maisons d'arrêt, ce sont les prisons qu'on trouve dans les villes, ce sont les vieilles prisons qui ont été construites fin du 19e siècle, Forêt, Anvers, Bruges. Ce sont des établissements très vieux et donc souvent insalubres, avec des problèmes d'humidité, de vétusté. Et tandis que les maisons de peine, elles sont généralement un peu plus modernes et elles sont aussi plus éloignées des villes. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que dans les maisons d'arrêt, en fait, il n'y a pas le téléphone et la douche en cellule, donc on sort plus de sa cellule, on a plus d'échanges humains, tandis que dans les nouvelles prisons, tout est en cellule, il y a moins de raisons de sortir de la cellule, donc il y a aussi moins d'interactions humaines, donc ce sont des établissements souvent considérés comme plus froids. Voilà, ça c'est justement pour vous dire que chaque établissement pénitentiaire est différent, mais chaque aile de prison connaît une sous-culture différente. Et d'ailleurs, on entend très régulièrement que dans le quartier femmes, ce n'est pas du tout la même ambiance, ce n'est pas la même atmosphère que dans un quartier homme. Donc, pour résumer, la conséquence de la combinaison du statut de minorité de femmes avec ce principe d'incarcération séparée des hommes et des femmes aboutit à ce que les femmes prévenues et condamnées soient incarcérées ensemble et que donc les femmes condamnées subissent le stress des femmes prévenues. Et là, je rebondis sur ce que Rosalie avait mis en évidence jeudi soir sur tout le travail du CARE qui revient sur les épaules des femmes. Et souvent, les femmes condamnées nous disent c'est à nous de jouer les sociales, c'est à nous d'aller rassurer les détenues préventives, d'aller leur expliquer c'est quoi les règles, et ça nous fatigue parce qu'on le fait. Voilà, il y a des flux entrants assez importants en prison, donc on le fait. Il y a plus de femmes prévenues que de femmes condamnées, hein, donc on le fait au quotidien et ça nous fatigue, ça nous demande beaucoup d'énergie. La deuxième conséquence, c'est que les femmes, je l'ai dit, souffrant de troubles mentaux se retrouvent incarcérées avec les autres, et ça dégrade les conditions de détention pour toutes. D'une part, les femmes qui souffrent de troubles mentaux n'ont pas l'équipe soins de l'annexe psychiatrique qui est proche d'elles, donc cette équipe soins va devoir se déplacer depuis l'annexe psy des hommes jusqu'à elles. Ici, à Rennes, on sait que l'équipe soins elle est restée à Saint-Gilles, et à Rennes, il y a déjà les femmes. Donc, est-ce que cette équipe soins va aller à Rennes? On ne sait pas très bien comment ça va se passer. Et surtout, comme elles sont incarcérées l'une à côté de l'autre, parfois dans la même cellule, elles disent nous, on doit parfois subir des comportements très difficiles à vivre, des femmes qui tapent sur leur porte jour et nuit, qui hurlent, donc voilà, qui parfois peuvent péter les plombs préaux sans qu'on s'y attende, donc se sentent du coup en insécurité. Donc, ces deux principes combinés font que les conditions de détention pour les femmes sont plus difficiles. Le fait aussi qu'elles soient toujours des petits nombres et qu'elles doivent être séparées des hommes, ça implique qu'on va les enfermer dans des quartiers qui sont vraiment isolés dans la prison et qu'elles n'auront pas accès aux plus grandes infrastructures qui sont mises en place pour les hommes, qu'il s'agisse de plus grands préaux ou de salles de sport ou une offre d'activité qui sera moindre puisqu'il faut organiser une activité seulement pour X personnes et vu que les activités sont organisées
par des services externes et qu'elles sont subsidiées, il faut un certain nombre de personnes pour pouvoir organiser une activité. Et là, on vous a mis quelques photos qu'on a pu prendre via Google Maps satellite, donc vous pouvez aller les retrouver. Pour vous montrer ça, vous voyez par exemple à Lantin, je sais pas où est la souris, vous voyez que les maisons d'arrêt, maisons de peine pour hommes sont ici, puis il y a tous les bâtiments administratifs, vous voyez un long couloir et tout au bout, très loin du reste, vous avez le quartier pour femmes qui n'a donc absolument aucune connexion avec le quartier homme. Alors, la particularité des établissements pour femmes où il y a beaucoup de femmes, donc Bruges, Lantin notamment, c'est que du coup, on peut quand même leur offrir des préaux un peu décents. Vous voyez ici la taille du préau femme, il y a celui-ci, et celui-ci c'est pour les femmes qui sont incarcérées avec leurs enfants, pour qu'il n'y ait pas de contact entre les détenus et les enfants des mamans incarcérées. Bon, voilà, ce sont des tailles qui sont quasiment équivalentes à celles des hommes. Elles ont leur propre atelier de travail, elles ont leur activité sur leur quartier, etc. Par contre, quand les femmes sont un plus petit nombre, on voit tout de suite la différence. Vous voyez ici la prison de Mons. Le quartier femme, il a été vraiment rajouté au bout d'une aile pour hommes, donc il est aussi bien isolé. Et vous voyez que du coup, il est tout petit et c'est arrondi, ça renforce vraiment le sentiment de petit quartier étroit. Et leur préau, c'est une espèce de mini-cour où on peut à peine circuler, où il y a vraiment un sentiment voilà, d'être à l'étroit, d'être relégué et d'être à l'étroit. Au Stratton aussi, vous voyez l'ancien grand château pour hommes et puis les femmes tout au bout. Par ailleurs, complètement à côté de la sortie, il suffirait qu'elles enjambent la haie et elles peuvent partir, ce qui en dit aussi quelque chose sur les femmes qu'on considère comme moins dangereuses, mais ça c'est Lola qui reviendra dessus. Et alors pour Marche en Famenne, comme Lola fait son terrain là-bas, je lui donne la parole. Voilà, donc juste un petit mot ici, je vais un peu m'attarder sur le cas de Marche en Famenne parce qu'on a eu des autorisations et qu'on connaît bien la prison pour le moment, mais il ne s'agit pas de pointer du doigt une prison plutôt qu'une autre. Donc voici pour le plan de marche. On voit le quartier des femmes qui est tout à l'entrée de la prison avec le petit préau. En jaune, vous avez 4 ailes pour hommes avec entre 2 ailes à chaque fois un préau. Donc on voit aussi la différence de taille qui est assez significative. On peut aussi apercevoir la différence d'infrastructure. Ce qu'on voit chez les hommes, qu'il y a un terrain de sport, qu'il y a toutes des infrastructures en fait, qui ont été rajoutées, notamment pendant le Covid, pour permettre aux hommes de faire du sport à l'extérieur, puisque les salles de sport à l'intérieur étaient fermées, ce qui n'a pas du tout été le cas chez les femmes. Et assez important, ça je vais y revenir, en vert tout à gauche, vous avez plusieurs services, comme le service psychosocial, le service médical, il y a une bibliothèque, etc. Alors je voudrais juste remettre un petit peu en perspective la mixité de la prison. Donc c'est une prison mixte, il y a une capacité théorique de 300 hommes et de 11 femmes, je dis bien théorique puisqu'on a connu des épisodes où les femmes étaient jusqu'à 22, donc 2 par cellule, alors que la cellule n'est absolument pas prévue pour, ce qui n'est pas du tout le cas chez les hommes. Et en fait, le quartier des femmes se trouve à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'à la base, ça devait être un quartier pour les détentions limitées. Donc les détentions limitées, qu'est-ce que c'est? C'est un régime qui permet aux personnes incarcérées de sortir, par exemple travailler le matin, et puis de revenir le soir à l'établissement et d'y passer la nuit. Et donc c'est pour ça que le quartier des femmes est vraiment près de la sortie. Ça se justifie de cette façon-là. Oui, la sortie qui est juste... Oui, c'est ça, exactement. Et la direction, pour une raison qu'on ignore, a décidé d'instaurer la mixité à l'ouverture de la prison. Et donc dans cette prison, les quartiers sont séparés, ça Olivia en a déjà parlé, mais toutes les activités sont mixtes. Donc on a les sports sont mixtes, les cultes sont mixtes, les formations, le travail, donc tout ça c'est mixte. Pas encore, je vais juste... donc une conséquence, c'est que les femmes sont vraiment assez loin du cœur de la détention, qui se trouve en fait du côté des hommes. Au niveau médical, puisqu'on va pointer un petit peu la situation médicale, il y a quand même une lourde conséquence. Pourquoi? Parce que les hommes sont juste à côté du service médical, ce qui facilite vraiment les allées et les venues au service médical. Les femmes, quant à elles, elles doivent traverser toute la prison.
alors elles ne peuvent pas le faire seules. Autant du côté des hommes, il y a un principe d'autosuffisance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les détenus vont pouvoir aller se rendre seuls au service médical et donc sortir du périmètre de leur aile. Autant les femmes, quant à elles, vont devoir à chaque fois attendre qu'il y ait un agent ou une agente qui soit disponible pour l'accompagner jusqu'au service médical. Et donc on retrouve une certaine réticence parfois de la part des agents, des agentes d'aller jusqu'au service médical et inversement une certaine réticence du service médical de se rendre dans le quartier femmes puisqu'il faut traverser la prison. Encore une petite explication sur le régime. Le régime de la prison, c'est un régime semi-ouvert. Donc ça veut dire que sur des plages horaires déterminées, les portes des cellules sont ouvertes. Et donc les détenus et les détenues sont invités à se rencontrer, mais ils ne peuvent jamais sortir du périmètre de leur aile. Alors on va faire un petit focus sur le quartier des femmes. Ça c'est l'intérieur du quartier des femmes. Donc il y a les 11 cellules qui sont de part et d'autre de cette photo. Tout au fond on retrouve une petite cuisine avec machine à laver, sèche-linge. Alors ça a son importance, pourquoi? Parce que quand la machine à laver fonctionne et le sèche-linge aussi, il est absolument impossible d'avoir une conversation à cet endroit-là. Ce qui n'apparaît pas chez les hommes, c'est vraiment les machines à laver et sèche-linge sont dans des endroits séparés prévus à cet effet. Donc, encore un petit mot sur la surpopulation. Comme Olivia disait, il y a beaucoup de détentions préventives et donc les femmes peuvent passer de 11 à 22 en une semaine. Donc les cellules ont été aménagées pour accueillir ces femmes. Donc normalement, la cellule, il y a juste le lit que vous voyez qui est un petit peu surélevé et on est venu rajouter des lits en dessous de ceux-ci pour une deuxième détenue qui arriverait. Donc là, c'est première arrivée, première servie, sans distinction de l'état de santé de la personne. Pour reprendre une détenue, quand la commission de surveillance a fait les photos, la détenue disait ben oui, en fait, c'est un peu comme un cercueil. C'est vraiment un petit cercueil qu'on vient placer en dessous du lit et elles sont contraintes de dormir là-dessus. On voit aussi que le matelas ne rentre pas en fait dans la structure qui est prévue. Donc au niveau de la santé, il y a beaucoup de maux de dos notamment qui en découlent. Je peux aussi rajouter quand même du coup qu'une fois qu'on sort le lit, on voit qu'il n'y a plus du tout de place dans la cellule. Donc la chaise, elle va se retrouver où? Soit devant l'entrée, ce qui est problématique si un ou une agente doit rentrer, soit dans la douche. Donc à ce moment-là, on ne peut plus utiliser la douche non plus. Il y a aussi un seul ordinateur. Donc c'est une prison qui a été ouverte en 2013, donc qui dispose de Prison Cloud. C'est un programme informatique en fait, qui va permettre aux détenus et aux détenues de communiquer notamment avec les différents services de la prison, d'avoir état de ses comptes, de téléphoner à ses proches à l'extérieur, à son avocat, etc. Et donc en fait, quand l'ordinateur est ouvert et que la session d'un détenu ou d'une détenue est ouverte, toutes les personnes qui rentrent ont accès à cet ordinateur et donc ça peut amener à du harcèlement, ça peut amener à des rackets, notamment quand on voit l'état des comptes. Il y a déjà eu des problèmes aussi où une personne contactait en fait les proches de la détenue pour les harceler, comme je viens de l'expliquer. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez les hommes, puisque chez les hommes, pour la petite comparaison, il y a des cellules solo et des cellules duo, mais dans les cellules duo, il y a 2 lits, 2 ordinateurs, et donc tout est vraiment prévu pour accueillir 2 hommes. Alors ici, voilà, c'est le préau. Donc par rapport à la photo précédente, on voit vraiment que le préau il n'est pas du tout aménagé pour quelconque animation sportive, activité sportive. Ce préau, il a été aménagé au fur et à mesure. Donc au tout début, il n'y avait même pas ce petit abri où on peut à peine disposer 4 chaises pour sortir et pour s'abriter en cas de pluie. Okay. Alors, question des chiffres.
ou stéréotypes de genre. Ici, donc, on a un petit extrait d'entretien de la direction qui explique que les femmes, en fait, on a tendance à les oublier et que ce n'est pas de la discrimination, c'est du pragmatique. Voilà. Et donc, les directions mobilisent l'argument en fait, du faible nombre des femmes incarcérées pour évacuer toute critique de discrimination. Oui, tu peux y aller. Alors, on discutait tout à l'heure du costume pénitentiaire. Alors, on peut voir que le costume pénitentiaire est fort genré. Au niveau des prisons belges, il y a plusieurs pratiques. On peut peut-être aller directement. Donc ici, on a voilà, celui des femmes. En vrai, c'est toujours celui-là. Hein. Ce qui est extrêmement genré. Oui, voilà. Et donc, dès que les femmes sortent du coup de leur aile, elles doivent porter ce petit tablier. Et donc, pour en revenir à marche, elles ont, ce qui n'était pas prévu, mais elles ont réussi à avoir un brassard. Et là, à ce moment-là, c'est les hommes qui sont plutôt, qui aimeraient eux aussi pouvoir avoir un simple brassard, parce qu'eux sont obligés de porter, en tout cas juste la chemise par-dessus les vêtements civils quand ils sortent du quartier. Voilà, pour les nouveaux modèles, comme ça vous voyez un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler. Et là, je rajoute juste la régie du travail pénitentiaire, parce que c'est les détenus qui confectionnent dans les ateliers couture les vêtements pour les autres détenus, prévoit des nouveaux modèles, mais c'est des prototypes, donc ils ne sont pas encore distribués dans les prisons. Et de nouveau, il n'y aura que des nouveaux modèles hommes, il n'y a pas de nouveaux modèles femmes, parce qu'elles sont trop peu nombreuses que pour créer des nouveaux modèles. Mais ils nous ont dit que les chasubles comme ça et le hoodie, les femmes pourraient y avoir accès. Alors, et si les femmes peuvent porter leurs propres vêtements, il y a quand même vraiment un gros contrôle de la tenue pénitentiaire. Donc, encore ici, un extrait d'entretien avec une direction. Je vais aller directement à l'essentiel. Ce qu'ils font, en fait, voilà, c'est éduquer simplement les femmes elles-mêmes par rapport à leur tenue. Puisque ici, on peut reprendre le début. La direction est en conversation avec un homme qui lui dit « Moi, je suis désolée, mais si elle, donc une femme détenue, me montre son sein, je le touche et je ne saurais pas faire autrement. » Et donc, malgré voilà, cet extrait, la direction dit « Non, non, c'est les femmes qu'il faut éduquer et pas l'inverse. » Donc ici, ça pose quand même vraiment beaucoup de points d'attention. Il faut éduquer les femmes. Il y a vraiment une infantilisation de celles-ci dans le discours. Il y a aussi que les hommes montrent leur corps, c'est OK, parce qu'ils ont des corps musclés, ils peuvent les montrer. Par contre, les femmes, elles ne peuvent pas. On a aussi un discours qui sexualise vraiment le corps des femmes. C'est toujours la faute des femmes et ça vient en fait excuser les pensées, les gestes éventuels déplacés que les hommes pourraient avoir envers les femmes. Quelque part, c'est un petit peu approuvé aussi. Et donc, on a vraiment des politiques pénitentiaires qui sont très genrées. Alors, dans un quartier femmes, donc la photo du dessus, c'est une note qu'on retrouve à la sortie du quartier. On en parlait aussi tout à l'heure. C'est un mot qui est revenu notamment dans l'entretien avec une directrice. La tenue vestimentaire au niveau de la décence sera jugée par les agents et agentes du quartier femmes. Elles sont tenues, les femmes, de s'habiller correctement, pas de talons pour aller au préau, ça abîme le sol. Ça, c'est vraiment toutes des notes qu'on ne retrouve pas chez les hommes. Et la tenue des hommes ne pose simplement pas de questions. Alors des hommes violents et des femmes douces. Donc, les femmes, elles seraient plus douces, plus compréhensives dans le discours du personnel pénitentiaire. Par contre, en cas de désobéissance, cette désobéissance, elle est vécue par les femmes comme plus sanctionnée que pour les hommes. La désobéissance dans le discours du personnel, elle est souvent pathologisée. Donc on vient trouver la cause de la désobéissance d'une femme dans la maladie. Et donc les femmes se contraignent davantage. Ici, je cite, « On a trop à perdre, alors on la ferme ». Donc toujours des femmes qui se crêpent le chignon, ça c'est une expression qui revient vraiment dans le discours et des agents, agentes et de la direction quand on parle des femmes qui se chamaillent entre elles.
donc elle se crêperait plus le chignon, mais il y a des conditions d'incarcération plus difficiles, on en a déjà un petit peu parlé. Il y a beaucoup de tensions dans les quartiers femmes de par la surpopulation, de par la taille du quartier femme qui est généralement très petit, de par la présence des femmes avec des troubles psy et des toxicomanes. Le quartier étroit, voilà, c'est renforcé par des régimes de portes ouvertes, donc elles se retrouvent toutes dans un espace commun sans pouvoir avoir accès notamment à des infrastructures sportives, et donc ça vient accentuer les tensions. Comme je viens de le dire, il y a une obligation de se contraindre et de prendre sur soi, et absence de possibilité d'évacuation des tensions, on en a déjà parlé. Alors un petit exemple pour illustrer de Hoogstraten. Donc on voit sur la gauche, c'est le préau des femmes. Sur la droite, on voit le préau des hommes. On voit également la différence vraiment des infrastructures qui sont mises à disposition des femmes. Et donc il part du principe que les femmes ont juste besoin de s'asseoir et de papoter en prenant le thé. Du coup, on n'a aucun moyen de dépenser notre énergie. Ça, c'est une détenue qui s'exprimait lors d'un entretien. Oui, parce qu'en fait, on ne voit pas bien l'image, mais le préau à Hoogstraten, c'est juste des grands carrés d'herbe avec quelques petits bancs l'un à côté de l'autre, où il n'y a du coup pas moyen de vraiment courir, faire du sport, etc. Et c'est pour ça qu'elles expliquaient ça, quoi. Ah oui. Et donc, on est dans le cadre des Journées nationales à la prison. On a mis en évidence l'importance du travail de visibilisation. Et donc, j'ai repris la fiche des Journées nationales à la prison, où on disait la prison, tout le monde s'en fout. Eh ben, les minorités en prison, on s'en fout encore plus. Alors, il y a certes une visibilité croissante au niveau normatif, c'est important de souligner. On a des normes spécifiques pour qui visent certaines minorités en détention. Pour les femmes, je pense notamment aux règles de Bangkok au niveau de l'ONU, je pense à certaines règles, des règles pénitentiaires européennes. Par contre, en Belgique, on n'a rien au niveau législatif qui s'est à ce jour mis en place, mais on a pas mal de questions parlementaires qui sont posées en ce moment sur ces questions-là. Sur le terrain, donc, on a vu qu'il y a du côté francophone la SB Lijker, mais il n'y a pas d'équivalent côté néerlandophone. Il y a des initiatives qui se mettent pour les personnes trans aussi, on l'a vu donc avec l'Observatoire, mais aussi Aurore va en parler avec Transgender Infopunt du côté néerlandophone. Au niveau des organes de contrôle, donc les fameuses commissions de surveillance qui vont dans les établissements pénitentiaires, là, force est de constater que les récents rapports qu'ils rédigent sur l'état des conditions de détention dans les prisons n'ont pas d'attention spécifique à l'égard des minorités. Donc là, il y a encore un travail à faire. Et au niveau de l'administration pénitentiaire, voilà, c'était la question que j'ai posée tantôt. On a un toolkit en cours pour les personnes trans, mais quid des autres minorités, notamment les femmes. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que voilà, c'est une question non prioritaire. Enfin, vous avez entendu tout à l'heure, l'administration pénitentiaire nous a dit on est pris dans les problèmes de surpopulation carcérale. Il y aura toujours d'autres urgences que la question de la gestion des minorités. Et d'ailleurs, même nous, quand on se rend en prison pour mener nos recherches, on est face à des membres du personnel, notamment des directions, qui nous disent « mais c'est vraiment pas la priorité. Et le jour où on s'occupera des femmes et de la question de mixité ou des questions de minorité, mon Dieu, c'est que tout ira mieux dans les prisons. » Quand on aura le temps de s'occuper de ça, quoi. Mais il y a aussi le discours, et c'est ce qu'on a mis en évidence en écoutant le témoignage d'un membre de la direction, de dire que c'est géré, quoi. Enfin, c'est géré, il ne faut pas s'en occuper, c'est géré. Les vêtements, en fait, tout le monde s'en fout. Ok, si tout le monde s'en fout, pourquoi on change rien? Donc, voilà, il y a cette question de c'est géré, c'est pas vraiment un enjeu. Et en fait, du côté des personnes détenues aussi. Donc, on a parlé... Alors, certes, les femmes détenues à qui on a parlé se rendent bien compte des discriminations, et il y a un discours d'égalité qu'elles mettent souvent en avant. Mais il y a aussi le non prioritaire. Moi, ma priorité, c'est ma santé. Ma priorité, c'est ma sortie anticipée de prison, mon plan de réinsertion. Donc, les questions de savoir si une activité mixte me donnerait accès à plus de formation, par exemple, ce n'est pas la priorité primordiale. Donc, voilà. Oui. Merci.